Écoutez, je donne de suite la parole à Monsieur Rowe avec Mario de Le Baron pour nous faire une très brève introduction. Monsieur Rowe, on est ravi de vous avoir parmi nous. Donc, Monsieur Rowe réside dans le département, dans l'Hérault. Il est bénévole actif au sein de l'APF France Handicap de l'Hérault également. Et il est cofondateur et animateur du club informatique de l'APF depuis 1994 maintenant. Donc, Monsieur Rowe est aussi est une personne qui est en situation de handicap et qui souffre, donc il est appareillé, il est en fauteuil roulant, et qui plus est, il souffre d'une maladie chronique. Alors, lorsque on a préparé ce webinaire, on a pu discuter ensemble, il m'a d'abord parlé de l'importance de la place des accompagnants et surtout pour la santé. Alors Frédéric, qu'est-ce que vous entendez par là? La place des accompagnants? En fait, les accompagnants sont très importants pour nous parce que c'est eux qui nous connaissent le mieux et en plus, ils savent tout de suite de quoi on a besoin à l'instant T, car c'est eux qui s'occupent de nous en permanence. Donc, il est très important qu'on puisse avoir nos accompagnants lorsque on a besoin de soins médicaux. Merci. Un autre point qu'on avait abordé ensemble, c'était le besoin d'être écouté. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que vous pouvez un petit peu illustrer votre propos? Oui, tout à fait. Alors, pareil, lors d'une hospitalisation, on a dû me poser un cathéter. Et en fait, l'infirmier m'a pas demandé sur quel bras il fallait me piquer. Il m'a piqué automatiquement sur le bras gauche. Alors, il faut savoir que mon bras gauche, il est en permanence en flexion. Donc, du coup, je lui ai dit, si vous me piquez là, dans une demi-heure, je serai obligé de vous rappeler. Il n'a pas voulu m'écouter. Il m'a piqué à cet endroit-là. Et dans une demi-heure, je l'ai rappelé. Parce que la perfusion qui m'avait mis ne passait plus. Voilà. Effectivement. Donc, d'où l'importance quand même de nous écouter un minimum. Effectivement. Alors, heureusement, vous m'avez dit que vous n'avez jamais essuyé de refus de soins, ce qui n'est pas toujours le cas de certaines personnes de votre connaissance. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser les adaptations que votre médecin généraliste et votre dentiste font dans leur pratique? Oui, alors, en ce qui concerne mon généraliste, il ne me demande pas de faire de transfert sur la table de soins. Il s'arrange pour m'ausculter dans mon fauteuil. Parce que j'ai aussi la chance d'avoir un fauteuil qui peut s'allonger ou se lever à hauteur. Donc, du coup, il n'a pas besoin, je n'ai pas besoin de me faire transférer. Et c'est beaucoup plus confortable pour le soin. Donc, votre dentiste notamment, comment est-ce que ça se passe? Oui, alors mon dentiste, c'est à peu près pareil que pour mon médecin traitant. Il enlève lui-même son siège de soins et je me mets à la place avec mon fauteuil. Et là, comme pour mon médecin généraliste, j'adapte mon fauteuil selon le soin du praticien, en fait. Très bien. Alors, j'ai cru comprendre que votre chirurgien dentiste allait prendre sa retraite et donc cesser son activité. Est-ce que vous avez trouvé une solution pour l'instant pour la suite?
Non, malheureusement, je n'ai pas trouvé de solution pour le moment. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à votre témoignage? Je voulais simplement rajouter que, comme je vous l'ai dit précédemment, au début de mon témoignage, il est très important d'être à l'écoute de ceux qui viennent se faire soigner. Et quand ils disent quelque chose, ça peut être facilitant pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci à Monsieur vous. Rowe. Et justement, on va passer au témoignage d'un médecin sur sa pratique. Voilà, je vous laisse l'écouter. C'est des personnes qui ont du mal à être suivies, qui ont du mal à trouver des médecins qui acceptent de les suivre. Et pour moi, il y a cette dimension profondément humaniste du médecin appelé à soigner tout le monde, les plus fragiles. Et il y a aussi, voilà, c'est aussi mon honneur que de suivre des personnes fragiles ou en difficulté. Ma pratique, en tout cas de médecin de premier recours, c'est d'abord celle de rentrer dans un soin le plus normal possible, on pourrait dire. C'est des personnes que je vois aussi pour des pathologies standards. Ils viennent ici avec des pathologies ORL, des pathologies traumatiques. Et en cela, je vois des gens qui ont 2 yeux, 4 membres, et je fais un suivi médical le plus normal possible. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose qui a simplifié un peu l'abord dans un premier temps de me dire ça. Après, oui, il y a une spécificité, en particulier, je pense, à 2 niveaux. Il y a la question des patients non verbaux. Alors souvent, les personnes sont accompagnées, hein, soit des parents, soit des éducateurs. Et donc voilà, on va rentrer dans une consultation avec un tiers. Et en cela, moi, je sortais d'une formation très pédiatrique et ça me faisait pas mal penser à la pédiatrie. Et puis l'obligation, mais finalement, qui va aider dans toute la pratique médicale plus largement que le suivi de la personne déficiente intellectuelle, ça va être celle de simplifier le discours, d'être audible, d'être simple, d'être compréhensible. D'une certaine manière, moi, je suis reconnaissant au suivi de ces personnes-là, de m'avoir appris à parler plus simplement, d'être plus abordable dans mon discours et dans mes explications. Alors, ce qui m'a aidé quand j'ai débuté dans le suivi de personnes présentant une déficience intellectuelle, d'abord c'était de commencer. Parce que comme souvent en médecine ou face à des situations un peu inconnues, l'idée qu'on se fait de la situation est plus effrayante que le réel. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir eu une première consultation et de m'être rendu compte que ça s'était bien passé. Et puis tout ce qui a été la constitution d'un réseau, pour moi en tout cas, de gens que je pouvais solliciter, que je pouvais questionner. Donc ça a été toutes les rencontres que j'ai pu mettre en place autour du suivi de ces personnes-là qui m'a aidé. Alors concernant les craintes qu'il peut y avoir dans le suivi médical des personnes à déficience intellectuelle, moi j'ai envie de dire d'abord qu'il y a une partie réelle qui concerne une forme de défaut de formation. Il y a une autre crainte qu'on peut avoir par rapport à ces suivis, c'est l'idée que ça va être forcément des consultations longues. Finalement, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours aidé dans ma pratique de médecine générale, c'est de me dire que la chance en médecine générale, c'est qu'on peut reconvoquer les gens et qu'on peut fractionner une consultation. Et se dire qu'une consultation initiale qui durait, j'en sais rien, 1 heure, on peut la gérer en 3 fois 20 minutes. Et moi, ça m'a toujours aidé pour aborder des consultations potentiellement longues. En plus, ça aide à prendre un peu de distance par rapport à la situation, à s'approprier quelques sources documentaires en vue du suivi à venir. Voilà, il y a et puis la difficulté qui est celle d'accepter qu'il va y avoir un hiatus entre la consultation idéale et la consultation telle qu'elle va se présenter, qui parfois, dans ce genre de situation, va être une consultation limitée. Il y a quelqu'un qui va refuser d'être examiné à tel ou tel endroit. Il y a quelqu'un, je pense à une certaine situation, et à une patiente en particulier qui refuse d'être examinée sur un lit d'examen. Donc je suis obligé d'examiner par terre. Alors, c'est à la fois une limite, c'est accepter que la consultation ne sera pas une consultation idéale, et à la fois, moi, c'est souvent quelque chose qui m'a amusé dans ma pratique et dans mes rencontres autour de ces personnes-là. Voilà pour cette séquence qui, je trouve, est importante comme témoignage. Pour rentrer dans les supports possibles existants sur le département de l'Hérault, nous avons la chance d'avoir Handiconsul 34 avec nous.
Je commence. Donc, l'ouverture, j'allais dire, d'Handiconsult 34. Donc, c'est depuis mai 2018. Donc, ça correspond, comme vous pourrez le voir, à 2 expériences qui avaient été réalisées dans 2 communes différentes. On correspond à un cahier des charges quand même bien précis depuis 2015. Donc, on accueille tout handicap, moteur, cognitif, psychique, comme vous voyez, sensoriel et polyhandicap. On n'a pas de limite d'âge et tous les lieux de vie, que ce soit domicile ou structure. On répond en fait par rapport aux soins courants, donc c'est-à-dire médecine générale, somatique, dentaire, sage-femme, ORL, ophtalmo. Et alors nous, on a la particularité qu'on a aussi l'imagerie qui est possible dans notre service avec l'échographie et radiographie. Ensuite, donc et c'est par rapport à quel que soit le motif de l'échec de soins en milieu ordinaire. On n'a pas de distinction si c'est un problème. Alors je rentre un peu dans les détails, c'est peut-être plus concret du coup pour toutes les personnes qui nous écoutent. Si c'est un problème ne serait-ce que d'accessibilité du cabinet parce que il y a une marche devant, on n'a pas trouvé ailleurs, oui, on répond à ce critère-là. Si c'est un praticien qui ne peut pas, du coup, qui refuse de faire le soin de par le trouble du comportement, on répond à ça aussi. On n'a pas du tout de limite là-dessus. Je voulais rebondir sur ce que disait M. Rowe tout à l'heure. En fait, on a vocation à bien sûr proposer un accompagnement humain, on le voit sur la diapositive là, aux patients et aux proches, d'inclure les aidants, d'inclure les patients, d'être à l'écoute, d'inclure les accompagnants systématiquement lors des consultations, dans tous les soins, et d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe et surtout de favoriser le soin par l'adaptabilité de nos consultations. On va faire comme le témoignage du médecin qui était avant nous a beaucoup parlé parce qu'en fait, c'est notre vie. C'est Handiconsult 34, c'est ça. C'est s'il faut faire la consultation par terre, on la fera par terre. Dans une autre pièce, parce que si vous voyez sur les diapos qui vont dérouler, on a effectivement, en termes de locaux, on a un cabinet dentaire que vous voyez là, mais il arrive totalement, comme vous voyez sur la photo là, que la consultation, parce que là on voit ma collègue Stéphanie et la dentiste et l'assistante dentaire et l'enfant, et la consultation peut très bien se dérouler dans la salle qu'on a zen, où il y a une visée, comme vous voyez, on a du matériel, colonne à bulles, des jouets, tous les supports possibles pour que ça soit le plus apaisant possible pour les enfants ou les adultes qui viennent chez nous. Et après, tous les autres jouets que vous pouvez voir. On n'a pas de limite. On a aussi le Méopa qui est aussi souvent utilisé pour tous les soins, comme vous voyez sur cette diapo-là. Là, c'est un exemple pour une prise de sang où du coup, il y a donc le casque. On peut voir qui va être pour la musique qui va être apaisante. La maman qui est présente, qui participe aux soins parce que du coup, elle va pouvoir, on les fait vraiment participer, tenir le masque, du coup, ce qui va apaiser l'enfant, le Méopa vigé, antalgique et anxiolytique. Et du coup, 2 infirmières, là, vous voyez, mais il faut aussi préciser qu'on n'a aucun critère, j'allais dire, ce qui peut être important, de marqueur de tout ce qui est environnement, soins ou hospitalier. On ne travaille pas, il n'y a pas de blouse. Les seules personnes qui peuvent avoir des blouses seraient les dentistes, mais après, le reste, tout est fait sans aucun marqueur en fait de soins. Les soins sont réalisables aussi, je rebondis sur ce que disait M. Rowe tout à l'heure, sont réalisables au fauteuil pour le dentaire et dans l'environnement le plus sécurisé possible pour toutes les personnes qui sont accueillies sur Handiconsult. Il y a aussi une notion de prise, on prend le temps, c'est-à-dire que si la consulte doit durer 1 heure, elle durera 1 heure. Donc on prend le temps, on s'adapte au maximum. Ce qu'on propose aussi sont en amont des visites d'évaluation ou des visites blanches pour justement prendre la mesure de cette personne et de pouvoir savoir ce qu'on va pouvoir faire avec elle et de proposer lors de la consultation en elle-même avec le praticien l'environnement le plus adapté, le temps le plus adapté, le lieu le plus adapté. Voilà. Si on peut avancer. Et vous faites également pour l'ophtalmo aussi?
Oui, on fait aussi pour l'ophtalmo. Et donc l'adaptation des matériels aussi, puisqu'on a des matériels portatifs, notamment en ophtalmo, qui permettent de prendre des mesures à distance ou pas, par exemple pour les enfants, ou d'être, voilà, si vous êtes au fauteuil, de ne pas vous avancer pour la table, ce qui est souvent rencontré, de ne pas avoir l'appareil ou le fauteuil, il faut le caler, de prendre tout ça. Non, du coup, l'ophtalmo va avoir un matériel qui du coup amovible. Là, ce qu'on a voulu vous montrer, je vais passer très vite, mais c'est notre activité. En fait, on a monté en charge on est ouvert depuis 2018, comme le disait Vanessa. Et en 2024, vous voyez, on réalise plus de 3000 venues sur 1200 patients, 1100 patients différents. En fait, ce qu'on voulait vous montrer, c'est que la file active principale, ce sont des patients avec des troubles cognitifs ou avec des troubles du neurodéveloppement. Le handicap moteur est aussi bien présent, mais en légère baisse depuis l'ouverture des consultations. Et aussi, on voulait vous montrer que vous voyez, la durée de soins en moyenne est de 43 minutes pour tous les soins. En médecine somatique et en gynécologie, 1 heure. L'habituation aux soins, c'est 50 minutes à minima. Maximum d'adapter nos consultations. On pratique aussi ce qu'on appelle la sédation vigile quand les soins au fauteuil, notamment pour le dentaire, mais aussi pour des soins paracliniques, que ce soit des prises de sang ou autres, non réalisables avec tous les aménagements possibles. On pratique ce qu'on appelle une sédation. On va donner un petit médicament et puis ça va permettre une anxiolyse et une sédation vigile. De calmer, oui, un peu les... Ouais. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer ça. Et puis là, on parle d'habituation aussi pour nous. En fait, l'habituation aux soins, c'est apprendre aux patients à réaliser le soin. Donc, l'objectif est de rechercher la coopération et d'amener progressivement à la réalisation de ce soin qui est difficile. Pour toutes les personnes qui sont accueillies chez nous, il n'y a pas de distinction pour l'habituation aux soins, enfants, adultes, voilà, avec des difficultés de communication et de compréhension. Et nous, on va adapter les supports afin de permettre cette communication et cette coopération. On voit par exemple pour un bilan sanguin, du coup, il y a tout le séquentiel qui est présenté, on a l'autre pour la panoramique, on en a pour tous les soins, pour l'échographie, pour le dentaire, pour le médecine générale somatique, tout est en fonction, voilà, de l'enfant ou de l'adulte qui vient. Si on peut tout préparer en amont, ça peut être aussi transmis et donné. Ce qui est important aussi, c'est aller dire, c'est le lien du coup qui peut être fait avec les aidants. On peut leur transmettre tous les supports qu'on a pour que ça soit travaillé aussi à la maison ou en structure, parce que ça, on se rend compte que c'est aussi assez important. Voilà, que le travail, il est chez nous, mais il est aussi au quotidien pour pouvoir avoir arriver ce que le soin soit réalisé dans les meilleures conditions. On peut avancer si vous voulez. Voilà. Et puis, pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. On est toujours disponible. Alors, de moins en moins facilement joignable parce que le téléphone sonne tout le temps. Mais n'hésitez pas à réitérer vos appels. Il n'y a pas de souci. Appelez-nous, allez voir nos vidéos en ligne. Et puis, on se rendra disponible pour toute question. Pas de souci. Merci beaucoup. Et je passe maintenant la parole à Madame Amel Mahameri qui va vous présenter un guide développé par la CEPAM sur les dispositifs pour favoriser l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. C'est à vous, je vous laisse prendre la main. Parfait, merci, bonjour à tous. Donc le guide d'accompagnement à la santé pour les personnes vivant avec un handicap a été conçu dans le cadre du déploiement de la charte Romain Jacob. Là, en l'état, il n'est pas encore diffusable, mais il le sera mi-mai. Et du coup, on vous le présente un petit peu en amont. C'est un support du coup unique qui rassemble l'offre départementale à destination des professionnels de santé et des personnes vivant avec un handicap. L'objectif, c'est de faciliter l'appropriation des ressources et ce qui permettrait d'améliorer la prise en charge. Donc, au niveau du plan du guide, il est coupé en 5 rubriques. On a une première partie qui va poser les bases, qui fait un point sur le handicap et l'évaluation de l'accès à la santé. Donc, comment être reconnu et comment
faire porter sa voix, son expérience via le baromètre handifaction. Après, on a une partie sur les aides spécifiques, donc de l'assurance maladie, avec les services et les mesures qui sont proposées. On reviendra dessus en détail et ce sera Aurélie qui vous présentera cette partie. En troisième partie, donc, on a toutes les structures et aides pour l'accès aux soins, que ce soit de l'aide des établissements de santé ou du soin de ville. Après, en quatrième, on a une boîte à outils qui permet de lever le frein à l'accès aux soins. Et en cinquième partie, on fait un focus sur la santé mentale et le transport parce que c'est des thématiques qui sont plus problématiques pour ces personnes. Donc, je vais passer rapidement parce qu'on n'a pas vraiment le temps de s'attarder. Mais du coup, en premier point, on a la présentation de ce qu'est la maison départementale des personnes handicapées. Après, donc, comment être reconnu comme vivant avec un handicap, pourquoi c'est important de demander cette reconnaissance, ce que ça permet de sécuriser les droits, etc. Donc, comme je l'avais présenté, vu qu'il a été conçu dans le cadre du déploiement de la charte Romain Jacob, on a une petite présentation de cette charte avec ses engagements, etc. Là, on a une présentation du coup du baromètre handifaction. Donc, toutes les personnes vivant avec un handicap peuvent accéder au lien pour du coup renseigner son expérience en fait. Donc là, vous avez le petit QR code qui permet d'accéder directement au baromètre. Et au niveau des dispositifs et mesures de l'assurance maladie, donc je vais laisser Aurélie présenter les mesures conventionnelles. Oui, donc l'assurance maladie a revalorisé ou créé d'ailleurs de nouvelles tarifications. Alors justement, afin de prendre en compte le travail supplémentaire effectué auprès de personnes vivant avec un handicap. Alors ces nouvelles dispositions concernent les médecins, les orthoptistes, les orthophonistes et les dentistes. Alors vous pourrez les retrouver sur les liens de façon plus globale, mais rapidement, je vais vous citer les mesures principales par profession. Donc par exemple, pour les médecins, pour tout type de handicap, vous avez le code ACT MPH pour les consultations très complexes dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge des personnes avec handicap au tarif de 60 €. Pour les orthoptistes, vous avez la CTE au tarif de 50 €. Pour les orthophonistes, vous avez donc la FOH et la FTD, donc les deux au tarif de 50 €. C'est pour les handicaps avec troubles du langage ou troubles du neurodéveloppement. Et enfin, pour les dentistes, donc là, vous avez des suppléments pour prise en charge, mais vous avez donc la CXD, qui est la consultation bucco-dentaire complexe à 46 € ou la CBX à 47,50 € au niveau du tarif. C'est pour la consultation bucco-dentaire complexe des médecins stomato. Donc voilà, donc ces mesures, vous pourrez les retrouver de façon évidemment non exhaustive, mais surtout elles sont vouées à être modifiées au niveau des tarifs. Donc vous pouvez les retrouver dans les liens qui sont affichés par catégorie de professionnels de santé. Et pour que les professionnels de santé ils puissent savoir comment se repérer en fait dans ces grilles-là, il y a une grille de repérage qui a été créée, qui est sur le site amélie.fr et qui permet d'avoir les critères spécifiques et le code associé. Voilà. Du coup, ou sinon, au sein de l'assurance maladie, donc nous, on a la mission d'accompagnement en santé et les assistantes sociales de l'assurance maladie qui peuvent aussi aider les personnes en situation de handicap dans des situations un peu spécifiques. On a aussi présenté Mon Espace Santé parce que c'est un outil qui permet en fait d'avoir toutes les informations pour l'ensemble des professionnels de santé et de pouvoir communiquer en fait sur le profil médical d'un patient. Les structures et aides pour l'accès aux soins. Donc, on a fait une liste non exhaustive, mais ce qui nous paraissait le plus important de mettre en avant. Donc, en premier lieu, on a l'annuaire santé sur santé.fr qui permet à toute personne d'essayer de trouver un professionnel de santé qui soit disponible, pas loin de chez soi, etc. Et d'avoir aussi les avis, les évaluations des autres patients. Pareil, à chaque fois, on a un lien qui renvoie du coup soit à l'outil, soit au dispositif, ou soit aux coordonnées de la structure. Donc, on a présenté le DAC 34. Je ne vais pas dans les détails, mais vous aurez le détail sur le guide. La communauté 360. Donc, d'autres établissements qui offrent des services de vie sociale et de soutien médico-social dans l'Hérault, comme la MDPH,
la PMI, etc. Pareil, à chaque fois, vous avez le lien. Où on peut trouver des consultations médicales adaptées aux personnes vivant avec un handicap. Donc, nous, on a cité HandiConsult qui a été présenté juste avant et HaltePouce. On a aussi la structure d'exercice coordonné, donc tout ce qui est CPTS, MSP, centre de santé. Donc là, on a une cartographie avec les lieux. Pareil, vous avez un lien qui renvoie directement à cette cartographie avec les coordonnées aussi des différentes CPTS, MSP. On a mis en avant aussi l'association APF France Handicap, le CHU de Montpellier. Et on a aussi fait un petit focus sur les structures qui facilitent l'accès aux aides techniques. Donc ça, c'est pour tout ce qui est par exemple fauteuil roulant ou aide pour la vie courante. Donc on a le Recyclette 34 qui est une structure qui reconditionne du matériel médical et donc qui permet d'avoir un accès avec un tarif qui est plus maîtrisé. Et on a aussi le pôle autonomie santé. Donc, eux, ils fournissent un conseil neutre et personnalisé pour toute personne qui a une problématique en situation de handicap. Donc, ils vont se rendre au domicile, évaluer et proposer des solutions concrètes pour des aides techniques. Donc, pareil, vous retrouvez les contacts, les coordonnées et les horaires d'ouverture de ces deux structures. Ensuite, donc, quatrième partie, comme on l'a dit, c'est les outils pour lever les freins et l'accès aux soins. Donc, on a des outils qui sont plus pour les personnes en situation de handicap et d'autres outils qui sont à destination des professionnels de santé. Donc, Solu Guide, c'est plus pour les personnes en situation de handicap. Ça recense du coup une gamme de services locaux, d'hébergement d'urgence, de points de distribution alimentaire, de soins médicaux, etc. Sur un même site internet. Et donc, du coup, vous pouvez le consulter via le lien. Santé BD, donc développé par Coactis Santé, qui sera sûrement présenté. Donc, je passe un peu plus rapidement. Ma boussole aidant, donc là, c'est plus pour tout ce qui est accompagnant aidant et ils ont une plateforme en fait en ligne qui est dédiée, qui permet d'avoir des informations ressources pour les soutenir en fait dans le rôle d'aidant. HandiConnect, pareil, qui est développé par Coactis Santé, donc qui sera sûrement présenté par Marie-Aude un peu plus tard. Absolument. Voilà, et donc pareil, on a mis en avant les ressources qui sont mises à disposition, donc cette fois-ci des professionnels de santé avec des formations référencées, la possibilité de se référer à un expert sur une station de soins spécifique, etc. Donc on a le lien qui renvoie au site internet de Coactis Santé. On a décidé de mettre aussi en avant un guide d'amélioration des pratiques professionnelles, donc, qui a été développé par l'autorité de santé et qui permet d'améliorer l'organisation des pratiques professionnelles, donc plus pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Et pour finir, on a le guide d'amélioration des pratiques professionnelles, donc encore une fois à destination des professionnels, qui fait la promotion de la santé et du handicap. Donc ça, c'est plus une bibliographie qui a été réalisée par l'IREPS Occitanie et qui compile des ressources documentaires. Et pour notre petit focus sur la santé mentale et le transport, on a mis des contacts utiles déjà, donc sur des centres médico-psychologiques, les hôpitaux spécialisés qui sont en Occitanie et les numéros nationaux. Donc voilà, avec aussi SOS Suicide, etc. Donc si on a besoin de discuter dans un premier temps, on a des numéros à disposition. Après, on a des services de soutien en santé mentale. Donc, on a un dispositif qui s'appelle Viapsy, qui offre un soutien psychologique, du coup, et qui permet un accès facilité à des consultations spécialisées. Pareil, vous avez le site internet qui est avec un lien cliquable sur le guide. Et au niveau de l'assurance maladie, donc nous, on a notre soutien, c'est Mon Soutien Psy, qui s'appelle le dispositif. Et il permet, du coup, de bénéficier de séances d'accompagnement psychologique qui sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc, il y a certaines conditions. Donc, on fait la liste de pour qui, quelle prise en charge et les tarifs conventionnels. Pareil, vous pouvez retrouver du coup le lien pour y avoir accès sur Mon Soutien Psy. Et en plus, on vous renvoie à un annuaire qui référence l'ensemble des psys. En santé mentale, on a aussi un guide qui s'appelle Aller vers, aller mieux, qui a été développé par Habitat Jeune. Donc, ce guide, il est conçu pour offrir des ressources adaptées
afin d'améliorer son bien-être du coup global. Et il présente du coup des éléments de réflexion sur la santé mentale en abordant des sujets cruciaux tels que la gestion du stress, l'anxiété, la dépression et les troubles psychiques spécifiques. Concernant les services de transport adaptés, donc on a l'offre de services de l'assurance maladie. Donc du coup, pareil, vous trouvez sur le guide un annuaire santé transporteur et il y a plusieurs types de transports. On a les ambulances, les véhicules sanitaires et les taxis conventionnés. On a aussi fait la liste de dans quelles conditions on peut avoir le droit à ces services-là et pour qui. Et après, on vous présente le groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques et du coup, pareil, donc le GIP, le JHP, avec l'accompagnement et l'écoute des attentes de personnes vivant avec un handicap, à quel moment ils peuvent intervenir et du coup, on a ses coordonnées et le renvoi au site internet. Voilà pour la présentation globale du guide. Merci beaucoup, Madame Marie. On va passer à la dernière présentation, Marie-Aude Le Baron. Donc, effectivement, l'accès aux soins, on a essayé de le délivrer d'une manière différente. Donc, effectivement, le projet Handicap Santé pour lequel je travaille dans l'Hérault, mais également dans toute l'Occitanie, a été un projet qui a été voulu par l'ARS Occitanie, avec lesquels nous sommes en partenariat et qui se décline donc dans l'ensemble des départements. Donc ce projet, en fait, il vise vraiment à favoriser l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap et quel que soit le soin dont ils peuvent avoir besoin. Donc pour ceci, effectivement, on s'est basé aussi sur une information qui a déjà été évoquée tout à l'heure, à savoir les résultats du baromètre Handifaction, qui nous montre qu'effectivement, dans l'Hérault, encore l'année dernière, sur plus de 3000 répondants, on avait près d'un quart des répondants qui n'avaient pas accès aux soins, chose quand même qui semble assez dramatique. Le problème de l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap va être de deux ordres. La première chose, ça va être souvent qu'il y a un manque, en fait, un défaut de communication et de compréhension pour les personnes. Donc, comment accéder à une information qui soit audible, compréhensible. C'est un premier écueil. Autre problématique, ça va être le manque de formation spécifique pour les professionnels de santé, concernant les différents types de handicap et les spécificités en question. Donc Coactis Santé, au travers des deux sites qu'elle propose, va effectivement essayer de répondre à ces deux questions. Alors nous travaillons bien évidemment avec un collège d'experts, ils sont plus de 250 maintenant répartis sur l'ensemble du territoire, experts dans différentes disciplines pour pouvoir répondre de manière spécifique aux questions que l'on se pose. D'une part, le Coactis Santé va gérer le premier site HandiConnect qui a été un petit peu évoqué tout à l'heure, dont l'objectif est vraiment de fournir aux professionnels de santé qui sont en exercice, mais également aussi ceux qui sont en formation, ça peut être tout à fait intéressant d'y avoir accès, des fiches conseils pour effectivement renforcer les connaissances qu'ils peuvent avoir sur les différents types de handicap. Alors plus que 77, maintenant on est arrivé à près de 80 fiches conseils sur le site. Fiches conseils, les dernières qui sont sorties sont venues au mois de mars, donc sont tout à fait récentes, notamment sur le parcours de soins, l'accueil et la consultation, le soin, et également une fiche conseil sur les aides financières et la valorisation des actes, ce qui reprend aussi un petit peu ce que le guide qui nous est proposé peut apporter en l'occurrence. Donc selon la thématique, on va avoir différents, donc sur les points de vigilance, la prévention, effectivement sur le repérage, pour effectivement permettre aux professionnels d'ajuster sa posture, son savoir-faire et sa relation avec la personne qui a des besoins spécifiques, son patient qui a des besoins spécifiques. Donc les fiches conseils, elles vont être déclinées selon ce que vous pouvez voir au tableau, selon différentes thématiques par type de handicap. Donc le handicap moteur, bien évidemment, mais également tous les troubles du neurodéveloppement, l'épilepsie sévère, les troubles sensoriels et le polyhandicap également. On a aussi une autre entrée qui va se faire par thématique. Alors, ça pourrait être par exemple le suivi bucco-dentaire, la vie affective et sexuelle. Et l'année dernière, on a développé également un certain nombre de fiches sur le vieillissement, donc qui est relatif aux personnes handicapées vieillissantes et qui peut apporter
également un certain nombre d'outils pratiques d'échelle d'évaluation, notamment pour apporter des éléments d'information pour les professionnels. L'idée, c'est vraiment de les accompagner dans leur pratique professionnelle et pour la simplifier au maximum. Voilà un certain nombre de fiches qui ont été donc produites l'année dernière, mais chaque année, évidemment, avec le Collège des experts, elles sont enrichies systématiquement et mises à jour également. Tout à l'heure, Madame Mahaméry a évoqué les webinaires qui sont proposés. De fait, au cours de l'année, on en propose 3 à 4, le dernier ayant porté sur handicap et cancer. Vous pouvez tous les revoir en replay sur le site HandiConnect ou Coactis Santé. L'autre proposition qui est faite essaye de traiter effectivement ce qu'on a pu noter tout à l'heure, à savoir la difficulté de communication et de compréhension des personnes. Alors pour ce faire, on dispose donc des BD de Santé BD, santébd.org, et là encore, toutes les ressources qui vous sont proposées sont en libre accès. Alors, comme c'est présenté, effectivement, ce sont simplement, le nom l'indique, ce sont des BD qui vont être transcrites en facile à lire et à comprendre, dans un graphisme qui est simplifié, très doux, qui est vraiment étudié aussi pour une belle lisibilité et qui permet de renseigner les personnes sur différentes thématiques de soins. Comme vous pouvez le voir également, on peut personnaliser le contenu, choisir le personnage, l'âge et le sexe de la personne, mais également ce qu'on peut voir à l'écran, la dame qui fait la mammographie, qui va suivre la mammographie, elle peut être en fauteuil roulant ou pas. Donc c'est aussi une option que l'on peut prendre pour personnaliser le support à la personne à qui il est destiné. Les thématiques de santé qui sont proposées sont multiples. On est à presque une centaine de BD en ligne maintenant, notamment donc pour les soins qui vont être tout à fait courants, sur l'explication d'une consultation. On est vraiment dans la continuité de ce que les professionnels dont ils consultent ont pu évoquer tout à l'heure, à savoir l'habituation aux soins. L'idée, c'est aussi que ce soit à domicile, dans un cabinet ordinaire, dans un cabinet quelconque, dans une maison d'accueil spécialisée, dans un établissement médico-social, quel qu'il soit, les soins puissent être anticipés, que l'on puisse habituer la personne aux soins, à la consultation qu'elle va recevoir. Alors, on vous a mentionné un certain nombre de BD qui sont proposés. Là, on peut être effectivement dans des démarches davantage de prévention, mais également, on peut être beaucoup plus ciblé par thématique. On a fait tout un parcours sur la question du cancer. Une dernière BD a été mise en ligne, notamment avec la chambre implantable, et qu'elle est également accessible pour tous. On propose maintenant en ligne et toujours en libre accès plus de 20 000 dessins, ce qui permet aux professionnels ou aux accompagnants d'aller simplement retirer les images dont ils peuvent avoir besoin pour aller constituer leur propre support, ce qui permettra de faire un séquençage, de faire un affichage dans une salle de bain ou effectivement dans un cabinet quel qu'il soit. Là également, et on vous propose des kits thématiques, notamment sur la vie affective et sexuelle. Donc, quand on parle de kits, on est sur l'idée de regrouper au sein d'un même support tout ce qui va concerner le thème, à savoir la vie affective et sexuelle, Santé BD et HandiConnect. Il en est de même pour la santé bucco-dentaire. Un kit est en préparation pour le cancer, le vieillissement et même pour l'imagerie médicale. Alors, en résumé, donc Coactis Santé va vous proposer deux types de supports, à chaque fois en libre accès. HandiConnect, qui est plus principalement dédié et destiné à vous, professionnels de santé, pour effectivement avoir un renfort d'informations, de connaissances par typologie de handicap. Et Santé BD, qui peut être effectivement communiqué à tout le monde, que ce soit les professionnels de santé ou bien les personnes en situation de handicap elles-mêmes, leurs accompagnants, que ce soit des professionnels ou des aidants proches. Alors, nous avons également, et je terminerai par cela, une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire, ce qui vous permettra assez facilement d'avoir une actualisation des informations, de savoir ce qui est mis en ligne nouvellement, les prochaines publications, bien évidemment, de même que l'actualisation pour les webinaires qui seront proposés par l'association.
Alors, on avait pu être évoqué l'annuaire santé.fr, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est un annuaire d'accessibilité qui est développé également par l'APF France Handicap et qui permet de recenser les professionnels de santé avec une mention particulière sur l'accessibilité aux soins. Et quand on parle d'accessibilité, ce n'est pas uniquement l'accessibilité motrice, mais également toutes les adaptations que les professionnels peuvent mettre en place pour accueillir une personne qui peut avoir des besoins spécifiques. Madame Le Baron, merci beaucoup. Et oui, je veux remercier tous les participants. Vous étiez nombreux. Pour le mot de fin, qui ne l'a pas eu au début, je passe la parole à mon délégué départemental, Mathieu Pardel. Merci beaucoup, Jean-Michel. Alors moi, je vais être très rapide. Merci à toi, Jean-Michel, pour le pilotage que tu fais de ce sujet-là. J'en profite pour remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de vos interventions. On va continuer les travaux, notamment dans le cadre du comité de suivi départemental de la charte Romain Jacob, avec 2 axes, premier recours et puis hospitalier médico-social. L'ensemble des acteurs que vous êtes sont actifs dans le cadre de ce comité de suivi. Et vous savez que côté ARS, on est particulièrement impliqué sur le sujet. C'est un sujet qui nous tient à cœur, qui tient énormément à cœur à la CEPAM, que j'ai vu aussi connecter. En tout cas, voilà, merci à toutes et tous pour l'attention, pour avoir, parce que chacun a sanctuarisé du temps sur un créneau qui n'est pas facile. Donc, je ne peux que vous souhaiter à la fois une belle après-midi. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.